Question. Comment le temps, l'espace, la matière et l'esprit ont-ils pu exister s'il n'y a pas Dieu derrière ces phénomènes? Réponse. La vraie question est, l'essence de la réalité a-t-elle une origine? Et si oui, quelle est la nature de cette origine? Faisons une première hypothèse, et dans cette première hypothèse disons que c'était le néant au départ. Qu'est-ce que le néant? Ce n'est pas de l'espace vide, et cela il faut bien le comprendre. L'espace est déjà quelque chose, et donc de l'espace vide ce n'est pas strictement le néant, c'est quelque chose appelé espace, mais qui ne contiendrait rien. Un peu comme l'idée d'une pièce vide, et une pièce vide, ce n'est pas strictement le néant, c'est bien quelque chose. Si nous disons que le néant était au départ de tout, est-ce que nous comprenons réellement ce que nous sommes en train de dire? Le néant c'est l'absence absolue de quoi que ce soit, pas d'espace, pas de temps, pas de substance. Et a fortiori pas de choses complexes constituées de modalités de la substance et existant dans l'espace et dans le temps. Le néant c'est l'absence absolue de quoi que ce soit, et donc l'absence absolue de toute espèce de force et de toute espèce d'énergie, l'absence absolue de toute espèce d'existant. Un existant, c'est l'idée générique de quelque chose, l'espace est un existant, le temps est un existant, la substance est un existant. N'importe quelle force est un existant, n'importe quelle énergie est un existant, la particule la plus élémentaire est un existant, etc. Maintenant que nous avons posé correctement la notion du néant, voyons la conséquence immédiate de notre première hypothèse. Si le néant était au départ de tout, il n'existerait absolument rien qui eût été capable de mettre fin au fait du néant. Car le néant étant l'absence absolue de quoi que ce soit, c'est donc aussi l'absence de quoi que ce soit qui puisse mettre fin au fait du néant. L'absence de quoi que ce soit qui puisse faire exister quoi que ce soit. Si le néant était au départ de tout, il n'y aurait rien eu en dehors du néant, et il n'y aurait rien eu qui puisse correspondre à l'idée d'un en dehors du néant, de même qu'il n'y aurait rien eu qui puisse correspondre à l'idée d'un au-dedans du néant. Il n'y aurait rien eu qui puisse correspondre aux idées d'un avant, d'un pendant et d'un après par rapport au néant. Rappelons-nous la définition correcte du néant, l'absence absolue de quoi que ce soit. Peu importe quelle pourrait être la nature de ce quoi que ce soit. Comme nous existons, nous constatons le fait de notre propre existence, et nous constatons le fait de l'existence du réel autour de nous. Comme nous existons, alors il n'y a pas de néant, il y a l'existence de quelque chose. S'il n'y avait eu que de l'espace, du temps, et une seule infime particule flottant dans l'espace depuis on ne sait combien de temps, le développement de notre raisonnement serait exactement le même. Car il suffit de l'existence de quoi que, où et ce soit, même s'il n'y avait eu aucune entité consciente pour constater cette existence, il suffit de l'existence de quoi que ce soit pour poser la pierre principale du raisonnement qui va suivre. C'est donc par simple commodité que le raisonnement s'appuie sur le fait que nous existons. Comme nous existons, alors il n'y a pas de néant. Et cela signifie qu'il n'y a jamais eu de néant. Pourquoi? Normalement cette déduction devrait être naturelle et immédiate, comme on dit intuitive. Si c'était le néant au départ, rien n'aurait jamais existé, car il n'aurait jamais existé quoi que ce soit qui aurait pu faire exister quoi que ce soit. S'il existe quelque chose, cela implique naturellement que l'essence de ce quelque chose a dû nécessairement toujours exister. Le fait que nous existons est la démonstration factuelle, qui entraîne bien une conséquence logique rigoureuse, que le néant n'a pas pu être, n'a jamais pu être. Et la conséquence immédiate de ce fait c'est que quelque chose a toujours nécessairement existé. Ce n'est pas que nous ayons toujours existé, c'est que l'essence de la réalité dont nous ne sommes qu'une modalité d'expression, cette essence, elle, a dû nécessairement toujours exister. Et quand il est dit que nous sommes une modalité d'expression de l'essence de la réalité, il ne faut pas s'imaginer nécessairement que l'usage du terme expression suppose une quelconque qualité d'intention dans l'essence de la réalité, il faut faire attention à ne pas faire de projection anthropomorphique dans le propos. Est-ce que nous réalisons les conséquences fondamentales de ce que nous venons de montrer? L'essence de la réalité a nécessairement toujours existé. Cela signifie que personne, disons-le comme ça, n'a créé cette essence existe depuis toujours. Et tout ce qui existe par ailleurs est une modalité d'expression de cette essence, depuis les particules élémentaires jusqu'aux grandes structures multigalactiques. Reprécisons ici quelques éléments importants qui se déduisent naturellement de ce que nous avons montré plus haut. Rien ne peut venir de rien. Et donc s'il existe quoi que ce soit, l'essence fondamentale de ce quoi que ce soit a dû nécessairement toujours exister. Appelons substance fondamentale ce que nous avons nommé comme l'essence de la réalité. La substance fondamentale a donc toujours existé. Personne ne l'a créée, et tout ce qui existe est une expression de la substance fondamentale. Quand nous disons que la substance fondamentale a toujours existé, nous devons comprendre que la substance fondamentale est un existant. Certes le plus fondamental des existants, mais un existant. Exister, c'est avoir une présence et une durée. Une chose dont la présence serait strictement nulle ou dont la durée serait strictement nulle, est une chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Faites bien attention ici, car une chose dont la présence serait devenue nulle ou dont la durée serait devenue nulle, n'est pas une chose qui n'a jamais existé, c'est juste une chose qui a cessé d'exister. Et ce n'est pas pareil. La présence et la durée sont des qualités nécessaires pour un existant. Si la présence est nulle, cela implique que la durée doit aussi nécessairement être nulle. Et si la durée est nulle, cela implique que la présence doit aussi nécessairement être nulle.
De sorte que la qualité de présence et la qualité de durée sont strictement solidaires l'une de l'autre. La notion de présence est une approximation de la notion d'espace, et la notion de durée est une approximation de la notion de temps, de sorte que nous devons dire, exister, c'est être inscrit dans l'espace et dans le temps. Nous avons vu que la substance fondamentale a nécessairement toujours existé, et cela signifie qu'elle a nécessairement toujours été inscrite dans l'espace et dans le temps. Comme la substance fondamentale a toujours existé nécessairement, il s'ensuit naturellement que l'espace et le temps ont aussi toujours existé. Tout ce qui existe, existe nécessairement dans l'espace et dans le temps, quelle que soit la modalité spécifique d'existence de cette chose. Une chose peut n'avoir existé qu'un certain temps en un certain lieu. Mais tout le temps qu'elle aura existé quelque part, elle aura nécessairement existé dans l'espace et dans le temps. Le fait que la substance fondamentale existe nécessairement depuis toujours, implique nécessairement que l'espace et le temps existent eux aussi nécessairement depuis toujours. L'espace c'est le cadre absolu qui permet à tout ce qui pourrait exister, d'avoir une qualité de présence. Le temps c'est le cadre absolu qui permet à tout ce qui pourrait exister, d'avoir une qualité de durée. La substance fondamentale, c'est l'essence absolue qui permet à tout ce qui pourrait exister, d'avoir une qualité de substance. Faisons ici l'effort de mieux préciser la notion d'existant. Nous venons de dire que la substance fondamentale, l'espace et le temps, existent nécessairement depuis toujours. Techniquement, ce sont donc des existants. Mais leur statut est spécial, ce sont des existants fondamentaux, et c'est à partir d'eux que nous pouvons définir tous les autres existants. N'importe quel autre existant sera nécessairement une modalité d'expression de la substance fondamentale, et cette modalité aura une étendue dans l'espace et dans le temps, une présence et une durée. Quoi que soit cette modalité, elle aura émergé à un moment ou à un autre de la substance fondamentale, en tant que modalité de la substance fondamentale. La substance fondamentale ne peut être décrite comme une modalité de la substance fondamentale, elle est simplement cela, la substance fondamentale. Si vous ne comprenez pas cette inférence, nous allons la reformuler de manière plus frappante, la substance fondamentale n'est pas une modalité de la substance fondamentale, la substance fondamentale c'est la substance fondamentale. Le statut de la substance fondamentale est donc différent du statut de n'importe laquelle de ses modalités d'expression. Tandis que la substance fondamentale existe depuis toujours, n'importe laquelle de ses modalités est nécessairement apparue à un moment donné. Peu importe par ailleurs qu'une modalité ou une autre puisse ensuite demeurer toujours telle qu'elle. Si la substance fondamentale est un existant fondamental, et elle l'est, alors l'espace et le temps sont aussi, nécessairement, des existants fondamentaux. De sorte qu'il y a trois existants fondamentaux, la substance fondamentale, l'espace dans lequel elle est inscrite depuis toujours, et le temps dans lequel elle est inscrite depuis toujours. Appelons existant complexe, tout existant issu de quelque modalité de la substance fondamentale dans l'espace et dans le temps. Il y a donc deux ordres d'existants, trois existants fondamentaux, et un nombre indéterminé d'existants complexes, dont certains sont de toute évidence transitoires, et dont d'autres sont peut-être permanents. Reprécisons ceci, qui a été montré dans le propos ci-dessus, personne n'a créé les trois existants fondamentaux, ils existent depuis toujours. L'existence de la substance fondamentale, comme existant depuis toujours, est une nécessité logique absolue. Puisque nous existons, se rappeler de la précision apportée plus haut, qui montre que c'est seulement par commodité que nous appuyons ce raisonnement sur le fait de notre existence, le raisonnement reste valable même s'il n'existait qu'une seule particule flottant dans l'espace. Et l'existence de l'espace et du temps, comme ayant toujours existé, est une nécessité logique absolue qui découle de l'existence de la substance fondamentale. Attention, il n'est pas dit que l'espace et le temps émergent de la substance fondamentale, il est dit que l'existence de la substance fondamentale nécessite l'existence de l'espace et du temps. Une chose qui a toujours existé, peut-elle cesser d'exister un jour ? Pour un existant complexe, exister veut dire être composé d'une somme quelconque d'agrégats substantiels. De quelque degré de complexité et de quelque nature que soient ces agrégats. Un existant complexe est un ensemble d'agrégats substantiels, qu'il s'agisse d'un atome, d'un champ électromagnétique, d'une fourmi, d'un éléphant ou d'une étoile. Il s'agit toujours d'un ensemble d'agrégats substantiels. Pour que l'ensemble tienne, il faut que les forces qui tiennent les agrégats substantiels ensemble, persistent. Si ces forces sont elles-mêmes des phénomènes dynamiques transitoires, l'existant complexe finira par perdre son intégrité en tant que l'existant complexe qu'il est, et l'ensemble des agrégats qui le composaient, va se désagréger d'une manière ou d'une autre. Si ces forces sont d'une intensité finie, puissent-elles être permanentes, il suffira qu'un phénomène destructeur quelconque, plus puissant que l'intensité des forces agrégeantes, s'exerce sur l'existant complexe, pour que cet existant complexe se désagrège. Qu'un existant complexe soit assis sur des forces transitoires ou sur des forces permanentes, il ne saurait être indestructible par principe, puisque dans un cas, force transitoire, il finira par se désagréger naturellement, et dans l'autre, force d'intensité finie, il sera toujours possible qu'un phénomène destructeur plus puissant s'exerce sur lui. Pour qu'un existant complexe existe, il faut donc que des forces soient mobilisées, pour tenir ensemble les agrégats substantiels qui composent l'existant complexe. Et il n'y a pas de raison pour que ces forces soient nécessairement d'une intensité infinie.
Par expérience, nous constatons que la plupart des existants complexes que nous connaissons, inclus nous-mêmes en tant qu'êtres humains, sont assis sur des forces agrégantes d'intensité finie. Et nous le savons parce que nous constatons que ces existants complexes finissent par perdre leur agrégation, soit par épuisement naturel des forces qui les agrégeaient, soit par l'interaction avec des phénomènes destructeurs plus puissants. Il est donc raisonnable de supposer que les existants complexes sont des existants destructibles. Probablement par principe. Rappelez-vous que les existants complexes ne sont pas des existants ayant toujours existé. Et là nous venons de montrer qu'il est raisonnable de supposer que les existants complexes sont probablement destructibles par principe, et donc il est possible qu'ils ne soient pas destinés à exister pour toujours. Est-ce que ce dernier caractère, destructibilité, non-assurance d'une existence future pérenne, s'applique aussi à la substance fondamentale, et par suite à l'espace et au temps? La substance fondamentale existe depuis toujours. Et si nous comprenons ce que cela implique, nous comprendrons que nous ne pouvons pas appliquer à la substance fondamentale les mêmes catégories que pour les existants complexes. Là où nous devons parler de force agrégeante pour les existants complexes, nous devons plutôt parler de force d'existence pour la substance fondamentale. En effet, la substance fondamentale n'est pas un ensemble d'agrégats substantiels. Elle est la substance fondamentale même. La notion de force agrégante s'applique seulement à des ensembles d'agrégats substantiels. Si nous voulons évoquer une sorte de pouvoir assurant la persistance de la substance fondamentale dans l'ordre des choses existantes, nous pouvons préciser ce pouvoir comme une force d'existence, et cette force d'existence est nécessairement une qualité intrinsèque de la substance fondamentale. Sinon, si cette force était différente de la substance fondamentale, c'est cette force elle-même qu'il faudrait qualifier de substance fondamentale, et cela ne ferait rien d'autre que reporter sur cette force tout ce que nous avons dit de la substance fondamentale. Et dans cette optique-là, ce que nous aurions qualifié de substance fondamentale n'aurait pas été la substance fondamentale, mais aurait été un existant complexe. Donc, comprenez-le, l'évocation de la force d'existence n'est pas un nouvel existant, c'est juste un aspect de la substance fondamentale. Et voici l'élément important à comprendre dans ce propos spécifique, pour que la substance fondamentale ait toujours existé, il faut que la force d'existence ait toujours agi pour en soutenir la persistance dans l'existence. Toujours exister veut dire qu'on peut remonter le passé à l'infini, on constatera toujours la persistance dans l'existence de la chose dont on parle. La conséquence immédiate de ce constat, c'est que la force d'existence à l'œuvre dans un tel cas de figure, est nécessairement d'une puissance d'agir infinie. Dit autrement, la propriété de la substance fondamentale qui lui permet d'avoir toujours existé, est une propriété dont la dynamique est infinie, et donc une propriété dont la puissance d'exercice est infinie. Cela signifie que la force d'existence qui sous-tend la substance fondamentale, et qui est un aspect de la substance fondamentale elle-même, est une force de puissance infinie. De puissance effective infinie. Donc cette force ne s'épuisera jamais, elle assurera à jamais la persistance de la substance fondamentale dans l'existence. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique naturellement que la substance fondamentale existera toujours. Et comme l'existence de l'espace et l'existence du temps sont logiquement nécessaires à l'existence de la substance fondamentale, il s'ensuit que, si la puissance d'existence de la substance fondamentale est infinie, alors nécessairement la puissance d'existence de l'espace et la puissance d'existence du temps sont aussi nécessairement infinies. Appelons l'essence de la réalité, le fait des trois existants fondamentaux. Dire que la substance fondamentale existera toujours, parce qu'elle a nécessairement une puissance d'existence infinie, c'est dire que la substance fondamentale est éternelle, elle a toujours existé, et elle existera toujours. Ce qui est la définition de l'éternité. Et comme par suite le même caractère s'applique à l'espace et au temps, ce que cela signifie, c'est que l'essence de la réalité est éternelle, nécessairement. Elle a toujours été là, et elle sera toujours là. Les existants complexes ne sont pas éternels, il est seulement possible qu'ils soient immortels de fait, mais pas par principe. Seule l'essence de la réalité est éternelle. Pour vous prémunir contre la tentation de surinterpréter la notion de force d'existence que nous venons d'utiliser, vous devez comprendre que la même chose peut être comprise en d'autres termes. La notion d'inertie désigne techniquement la propriété d'une chose donnée, de persister dans une modalité d'existence donnée, si aucun autre facteur ne vient interrompre cette modalité d'existence. Si vous supposez un espace vide, et si vous lancez un caillou dans cet espace vide, ce caillou va voyager en ligne droite dans l'espace vide, pour toujours. Si aucune autre force ne vient perturbe son voyage. La force de persistance du caillou dans son mouvement est une force permanente, mais pas d'une intensité infinie. C'est pourquoi le voyage du caillou peut être interrompu. On dit que le pouvoir d'inertie du voyage du caillou est fini. Si le pouvoir d'inertie était infini dans ce cas, rien ne pourrait perturber le voyage du caillou. Traduit dans les termes que nous venons d'expliquer, dire que la puissance d'existence de l'essence de la réalité est infinie, c'est dire que l'inertie à l'existence de l'essence de la réalité est infinie. Là où l'idée d'une force d'existence à la puissance infinie aurait pu être mal interprétée par votre mental qui est prompt à faire des projections anthropomorphiques, la notion d'inertie existentielle infinie rend tout de suite le risque de surinterprétation plus faible. Résumons ce que nous venons de démontrer.
Personne, aucune entité de quelque nature que ce soit, personne n'a créé l'essence de la réalité est éternelle, mais les choses qui émergent de l'essence de la réalité, qui sont donc par nature des choses complexes, sont nécessairement non éternelles. Bien que certaines de ces choses puissent être immortelles de fait, sans pouvoir l'être nécessairement par principe. Pour que des existants complexes émergent de l'essence de la réalité, comme des modalités d'expression de l'essence de la réalité. Pour que cela arrive, il n'est pas nécessaire de supposer forcément qu'une entité, qui serait nécessairement elle-même un existant complexe, mais dotée de capacités d'intention, et donc dotée de conscience, d'intelligence et de volonté. Pour que cela arrive, il n'est pas nécessaire de supposer forcément qu'une entité doit être intervenue. Un existant complexe peut émerger naturellement de quelque activité, à quelque degré, de quelque autre modalité de l'essence de la réalité. C'est ce qui se passe quand se forme un flocon de neige, c'est ce qui se passe dans le cœur des étoiles quand les premiers atomes sont formés par l'activité de fusion au sein des étoiles. Les existants complexes les plus simples étant eux-mêmes issus de la dynamique intrinsèque de l'essence de la réalité. Comme ces particules énergétiques qui émergent spontanément de l'activité intrinsèque du champ quantique universel, appelé improprement le vide. Et cela est en train de se passer au moment même où vous terminez de lire ces lignes, quelque part dans l'espace, une particule énergétique est en train d'émerger spontanément du champ quantique universel. Un nom qui désigne une approximation de la substance fondamentale. Une approximation.